En fait, on n'est pas bon partout. Enfin, on est bon nulle part, on n'est pas spécifique à quelque chose. On ne comprenait pas trop bien quand on est jeune. Enfin, on ne comprend pas forcément trop bien. Et après, par contre, j'aimais bien aller aux vignes. Mon rêve de gosse qui était de faire 2 vendanges en une année. On change la tradition, on change la façon de faire, mais l'ADN est toujours là, on a toujours envie d'entreprendre. Salut à toutes et tous, c'est Hugo, vous êtes bien chez Baltaz, le podcast qui part à la rencontre des gens qui font le vin à travers la France. Aujourd'hui, je vous propose un épisode avec Marc-Antoine Henry, des champagnes Remy Henry. Si les vignes appartiennent à la famille depuis très longtemps, cette petite maison, environ 4 hectares, est fondée dans les années 80 par les parents de Marc-Antoine. On est en Champagne, cette région viticole de tous les superlatifs, certes, mais ici dans une petite entreprise familiale, qui a vécu économiquement pendant ses premières années avec le passage au domaine de clients particuliers. Mais vous le savez, les tendances de consommation évoluent, et sous l'impulsion de Marc-Antoine, le domaine doit se réinventer. Si vous aimez cet épisode, mettez une note et envoyez-le autour de vous. Les vins de nos invités sont dispo sur baltaz.co, allez y faire un tour, on vous les envoie. Vous pourrez goûter le travail de nos fabuleux vignerons. Bonne écoute et à bientôt. Ciao. Allez, salut à toutes, chères auditrices et auditeurs. On est aujourd'hui en Champagne à Bouzy, chez les champagnes Remy Henry donc. Et hier, j'étais donc chez Champagne Philippe Gonnet avec Chantal Gonnet, plus au sud, dans la Côte des Blancs. Là, je suis un peu remonté dans ce qu'on appelle la montagne de Reims, zone où les champagnes sont souvent, mais pas toujours, issus de plusieurs cépages, dont bien sûr le Pinot Noir qui fait peut-être l'identité ici de Bouzy. On y reviendra et de vos vins, on en parlera. Et j'ai le plaisir du coup aujourd'hui d'être avec Marc-Antoine Henry. Salut Marc-Antoine. Comme je l'ai fait hier, je commence par remercier Champagne de Vigneron qui permet la réalisation de cet épisode et qui nous a donc mis en relation. Le programme aujourd'hui, on va comme d'habitude essayer de comprendre un peu qui tu es et comment tu t'es construit jusqu'à travailler ici. On va bien sûr parler de la maison ici, son histoire ou sa petite histoire, tu nous en parlais, c'est intéressant. Jusqu'à aujourd'hui, sa gestion et même peut-être un peu d'avenir. Et puis même plus largement de champagne et de vin. En général, c'est des trucs que j'aime bien aborder avec les principaux concernés. Mais avant tout ça, Marc-Antoine, est-ce que je peux te demander de te présenter et tu as tout le temps que tu veux. D'accord. Eh ben, donc, moi, c'est Marc-Antoine Henry. J'ai repris l'entreprise familiale il y a 7 ans maintenant. Entre 5 et 7 ans, vu qu'il y a quand même une passation, si je puis dire, au niveau qui s'est fait avec mon père. Donc, Champagne Remy Henry, ce sont mes parents qui ont créé Champagne Remy Henry. Mon père étant Remy. Voilà. Donc cette entreprise-là s'est créée en 1985 et donc de là est né Champagne Remy Henry dans les années 85 grâce à ma mère puisqu'elle est revenue, on va dire, sur l'exploitation et c'est associé avec mon père. Si on parle de la maison a été créée dans les années 1870 et est de famille depuis plus longtemps que cela. Les vignes sont dans la famille depuis plusieurs dizaines de générations. Mais Champagne Remy Henry a été vraiment créé par mon père et ma mère. Et donc, je suis, on va dire, la 2e génération. Donc, nous sommes situés sur Bouzy, classé Grand Cru, en 100% Pinot Noir et Chardonnay. Nous n'avons pas de vignes à l'extérieur. Nous sommes une petite entreprise familiale de vignerons. Et sommes en coopérative. Nous avons un vieux pressoir ici, datant de mon arrière-grand-père, mais voilà, il y a quand même un petit peu de modernité dans notre maison, nous ne nous en servons plus. Voilà. Ok, d'accord. Et donc toi, tu es né ici ? Je suis né ici à Bouzy, je suis bouzillon. Voilà, j'ai grandi ici avec ma sœur. J'ai une sœur aussi qui est née et est tombée aussi dans la marmite du champagne. Elle travaille pour une autre belle maison de champagne, un peu plus grande. Et donc, elle a décidé, elle, de travailler pour cette grande maison de champagne, vu qu'elle est plus dans la partie marketing, commercialisation. Et voilà, moi, je suis un peu plus vigneron, viticulteur. Et avec ce côté un peu touche-à-tout
aussi bien mécanique et puis après au niveau du vin, manipulation des bouteilles. Et j'ai dû par contre apprendre avec ma mère la partie commerciale et gestion de l'entreprise. Donc voilà, on essaye de gérer un peu toute cette entreprise-là. Ouais, hyper intéressant. Et donc la marque a été créée en 85. Toi, t'es né dans les années 90, j'imagine. 94. 94, ouais. Donc à un moment, donc, tu grandis du coup avec tes parents qui ont voulu repartir d'une feuille blanche. En gros, c'est jusqu'à cette période-là, il y avait les vignes dans la famille. Exactement. On exploitait les vignes, mais on vendait la vendange. C'est ça. Et par contre, là, ils créent du coup une partie, une marque qui récupère des bouteilles et qui va les vendre. Voilà. Et donc, toi, tu grandis dans cette ambiance-là. Tu dirais que forcément, quand on grandit ici, j'imagine les week-ends et tout, on passe du temps. On reçoit parfois les clients. On reçoit les clients, on est directement immergé dedans. Oui. Et tu dirais que tu as décidé vite de travailler dans le champagne ou... Non, je voyais mes parents qui travaillaient dur. Mes parents recevaient les clients le week-end, le samedi, même parfois le dimanche. Et on ne comprenait pas trop bien quand on est jeune. Enfin, on ne comprend pas forcément trop bien. Et après, par contre, j'aimais bien aller aux vignes. J'aimais bien faire les vendanges, faire une retrousse de pressoir. Et comme on va dire beaucoup de jeunes, on a tous envie d'être astronaute, faire un métier qu'on a. Mais je pense que après, quand on déguste des vins, quand notre père nous donne envie de conduire un tracteur, d'aller tailler par tous les temps, et de transmission, si je puis dire, de savoir et voilà, et envie de se lever tôt le matin et puis en même temps d'être bien dans les vignes et dans cave et puis manipulation des bouteilles et puis la meilleure partie, recevoir des clients et puis partager et faire partager notre savoir-faire et puis autour d'une bulle, c'est quand même le plus beau. Et ouais, donc tu rentres dans te dire quand tu es jeune, l'envie que tu vas bosser dans le vin, peut-être reprendre et tout, c'est par la vigne, c'est ça. Ça a été vraiment mon père a repris donc et a recréé, on va dire, les vignes. Hein. Je veux dire, il y a vraiment eu un énorme travail parce que nous avions vraiment des très très vieilles vignes de plus de 80 ans, 90 ans, mais pas forcément entretenu, on va dire, pour avoir une production suffisante. Donc, mon père, avec son frère et mon grand-père, on va dire, arraché beaucoup de vignes et replanté une grosse partie du vignoble dans ces années-là, 85-90. Aujourd'hui, on a une belle exploitation avec un vignoble relativement moderne par rapport à l'âge moyen de la Champagne. Voilà, tout est sur Bouzy, on a des belles installations, ce qui nous permet vraiment de de travailler dans de bonnes conditions et d'exploiter au maximum ce beau terroir. Ok. Et alors le parcours d'études, du coup, quel est-il au moment où tu sais que tu veux bosser dans le vin, il faut se former donc, J'ai fait mes études, on va dire, à Gionge. Donc dans un lycée, dans une maison familiale, voilà, en alternance. À travers, on va dire, cette alternance-là, j'ai pu prendre de l'expérience aussi bien sur Bouzy, mais pas chez mon père. Nous n'avons pas voulu travailler ensemble parce que je savais de ce fait que je reviendrais sur Bouzy. De fait, mon père et ma mère ont préféré me diriger vers d'autres vignerons, comme Paul Barra ou Baron d'Auvergne, voilà, pour ne pas les citer. Et ensuite, j'ai décidé de partir en Alsace et en Savoie. J'ai eu deux expériences en Savoie, chez un pépiniériste et chez un vigneron en biodynamie, où ça a été assez dur de travailler en biodynamie.
Forcément, j'avais pas le permis, donc la Savoie, c'est comme ça. Et tout en vélo. L'Alsace, c'était super parce que le vigneron m'a mis vraiment à la partie, m'a vraiment initié à la cuverie et au pressoir, surtout pendant les vendanges. Et voilà, donc ça c'était pour mes études. J'ai souhaité continuer un petit peu mon tour de France en travaillant à Quincy, centre Val-de-Loire, à côté de Sancerre. Et j'ai travaillé dans les Côtes-du-Rhône, à côté de Châteauneuf. Avec à chaque fois une envie de vendange, ouais, faire des vinifications. Le but était de faire des vinifications, vinification, pressurage, et travailler, en apprendre davantage sur la vinification. Parce que mon père est en coopérative et on n'a pas cette vision on est plus viticulteur que vigneron dans le sens terme, global, ouais. dans le sens global. On a un champagne de vigneron, mais on ne manipulait pas nos vins. Et aujourd'hui, si. On a donc je suis allé dans les Côtes-du-Rhône pour apprendre à savoir faire un vin rouge. J'ai fait Cahors. Je suis retourné. Je suis allé chez Trigodina. Ah oui. Okay. Et j'ai repris mes études à Toulouse parce qu'il me semblait important d'avoir une vision un peu plus large de l'œnologie ainsi que du commerce. Et ensuite, j'ai travaillé à Limoux. Voilà. Okay. Ah ouais, t'as fait un bon tour de France. Un bon petit tour de France. Forcément, quand on est dans le sud, on visite aussi les domaines des copains, des amis. Donc je suis allé aussi bien sur Bordeaux en Corbière, même aussi dans les coteaux de Provence. Donc c'était vraiment très très intéressant. Et ensuite j'ai réalisé un rêve de gosse. J'avais soit le choix, soit d'avoir mon diplôme d'œnologue, parce que j'étais sorti dans les meilleurs de la promo. Sinon c'était de faire mon rêve de gosse qui était de faire 2 vendanges en une année. Donc j'ai décidé de partir en Australie en février, où j'ai pu réaliser ma première vendange 2018 dans la Barossa Valley, donc les vignobles le plus vieux d'Australie, l'un des vignobles les plus vieux d'Australie. Et un très beau domaine où on a vraiment... Ils m'ont vraiment expliqué beaucoup de choses sur l'œnologie et sur la partie commerciale. Et ensuite, j'ai pu faire forcément une visite de l'Australie. On visite forcément l'Australie ensuite. Et je suis revenu en juillet 2018. Et septembre, je faisais ma deuxième vendange 2018 sur Bouzy, donc au Champagne Remy-Henry. Ouais, c'est ça fait un sacré tour. Qu'est-ce qu'ils cultivent comme cépage Là-bas, c'est le Shiraz. Ils font aussi un peu de Pinot, du Chardonnay, du Riesling. Voilà. Mais c'est cépages mondiaux. C'est un peu plus le Riesling, c'est un peu plus au nord. Mais mon domaine en travaille. Et par rapport effectivement à, j'imagine, l'Australie, les influences américaines et tout dans ce pays, sur la partie commerce, j'imagine que la fracture entre ce qui se passe ici et la construction d'une petite marque par tes parents, où c'est le tout début, et là-bas où je pense un business beaucoup plus mondial, beaucoup plus... voilà, je pense que là, la fracture, elle est très très importante. Oui, il y a vraiment une grosse fracture parce que là-bas, en fait, on pousse la maturité au maximum. On essaie de faire des vins hyper mûrs, trop mûrs, surmûrs, comme un peu des Bordeaux. Mais ensuite, la réglementation européenne est plus stricte que la réglementation australienne ou américaine. En Australie, on a le droit de rajouter jusqu'à 12% d'eau dans le vin. Donc 12% de bénéfices en plus.
Ok. En Champagne, nous n'avons pas le droit. Non. Et Non. Mais en France, de manière générale, en Europe, de En manière Europe. générale, on vous rassure. Ouais. Non, ok, je savais pas ça, tu vois, je savais pas. voilà, donc tout est commercial là-bas, tout est très design. On met le paquet sur la partie, le design de la bouteille, le design de la marque, l'histoire qu'on a envie de raconter. C'est très très poussé. Et pour en fait avoir un bel habillage, aussi bien pour le marché australien, mais qui n'est pas très très porteur, c'est surtout le marché chinois. Hein, voilà, où les Chinois sont très très friands de vin australien. Et après sur la partie commerciale pure, c'est-à-dire stratégie, justement, export, etc., est-ce qu'il y a peut-être des façons de faire, des façons de penser la chose, des façons de vendre En Australie? Ouais, en Australie et dans ce monde anglo-saxon là. J'étais plus à la partie production. Ouais, plus en production, okay. Voilà, j'étais vraiment plus en production, mais forcément on voit un petit peu la partie commerciale de côté, et je me dis que le vigneron, enfin le patron en tant que tel qui avait acheté cela, c'était pour un cadeau de ses 20 ans, des 30 ans de mariage avec sa femme. Lui, il vendait tout ce qui était frigo. Là-bas, ils ont besoin de groupes électrogènes, de frigos, des énormes conteneurs frigorifiques. Et donc, il avait fait sa richesse là, comme ça. Et avec tout cet argent-là, il s'était offert cette passion du vin et donc un domaine qu'il a, on va dire. Et donc c'est sa femme qui, on va dire, fait un petit peu la partie commerciale, et lui qui fait la partie gestion. Mais par contre, ils ne mettent pas un pied dans les vignes, Oui, c'est délégué. C'est complètement délégué. Ok. Et tu as dit tout à l'heure, je voulais bouger et aller voir d'autres choses parce que je savais que je reviendrais. Ça, c'était clair dans ta tête. Dès que tu t'es dit je vais bosser dans le vin, c'était concomitant avec je reviendrai m'occuper des vignes ici, quoi. Ma sœur ne voulait pas reprendre l'entreprise familiale, et moi, je voulais reprendre, on va dire, l'entreprise familiale. On s'est mis d'accord là-dessus. C'était voilà. Et donc, comme un accord, c'est avec mon père que j'ai dit je reviendrai. Voilà. Et quand en Australie on a une expérience comme on peut en avoir, enfin comme j'ai pu en avoir une, forcément on a envie d'y rester. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de rester en Australie parce qu'il y a une liberté d'entreprendre. Ce que j'ai essayé de faire, on va dire, voilà, j'essaye de faire ce que j'aurais pu faire en Australie, j'essaye de le faire ici. Oui, voilà. Mais peut-être en mieux, vu qu'en Australie, j'aurais été tout seul, alors que là, je suis quand même accompagné de ma famille, et puis, voilà, puis un peu aussi du village. D'accord. Et donc, après l'Australie, là, cette fois-ci, tu reviens ici? Là, je reviens ici en 2018, et donc, une vendange pléthorique. On n'a jamais une énorme vendange. C'était la première fois que mon père avait une si belle vendange. Et avant de partir en Australie, j'avais décidé de tailler tout à ma façon, qui est, on va dire, une taille guyot. Et on n'a jamais produit autant de raisins. Donc pas forcément pour on va pas parler de grosse production, mais on va parler de belle production, parce que ça nous a permis, nous, d'avoir que de la cuvée, donc cette fameuse meilleure partie du pressurage, voilà, et en même temps de pouvoir faire des très bons assemblages. Et cerise sur le gâteau, c'est que cette vendange-là était d'une belle maturité. Une belle maturité aussi bien dans les acides que dans les sucres, malgré une grosse vendange. Ce qui n'a pas été, par exemple, le cas dans les années 2022. Par exemple, on a eu une grosse vendange, ou 2019 a été une belle vendange aussi, mais un peu plus diluée. Surtout, voilà, voilà un petit peu. Donc 2018 a été un beau millésime, on va dire.
à consommer rapidement. Mais voilà. Et donc, nous avons décidé, avec justement tous ces beaux raisins, moi, je me suis lancé pour relancer la cuvée Le Bouzy Rouge, donc à ce qui est un coteau champenois rouge de Bouzy, que mon père avait arrêté dû, on va dire, à des vendanges un peu délicates. Donc on l'a relancé en 2018. On a acheté notre fût, on a un demi-muit, et ça nous permet vraiment de faire quelque chose d'un peu parcellaire, un petit peu spécial, surtout que nous le faisons dans une parcelle où beaucoup de grosses maisons, on va dire, sont autour de nous et font aussi leur Bouzy Rouge. Sauf que notre parcelle a une problématique, c'est qu'elle est atteinte de cournoux, donc avec des petites baies sans pépins et avec beaucoup de... par rapport, en fait, donc petits pépins, enfin pas beaucoup de pépins, et avec de la peau, donc beaucoup de structures, de fruits, mais pas de tanin et pas beaucoup de jus. Donc ça fait comme un peu un expresso, un concentré de matière. Et donc c'est avec cela que j'arrive à faire, on va dire, mon Bouzy Rouge. Donc c'est un parcellaire, mon Bouzy Rouge est un parcellaire. Ouais. Donc et c'est grâce, on va dire, à 2018-2019 qu'on a lancé ce thème un petit peu, cette nouveauté de faire des parcellaires. Ça t'a donné l'opportunité de dire à ton père, on a du raisin, c'est l'occasion de reprendre ça. Et de faire quelque chose que tu as déjà fait. Je ne crée rien, je recrée. Voilà. Et un an après, donc, on avait de plus en plus de clients. Forcément, j'étais un peu plus au contact des clients. On avait de plus en plus d'Italiens qui venaient chez nous et qui demandaient est-ce qu'on avait des blancs de blanc. De ce fait, on a créé un blanc de blanc en 2020, 2019, 2020. Un an après, on lance un blanc de noir fût de chêne. Et donc on a commencé, on va dire, en 2018, on avait 4 cuvées. Aujourd'hui, on en a 11. On en propose 11 avec des typicités, des caractères différents. Et comment ça se passe avec tes parents où ils avaient leur rythme de croisière, leur 4 cuvées et tout. Tu arrives avec cette envie là de recréer des choses et aussi de créer des choses. On va dire, on change la tradition, on change la façon de faire. Là. Mais l'ADN est toujours là, on a toujours envie d'entreprendre. Parfois, il y a des hauts, il y a des bas dans les entreprises. Mais on a créé ça ensemble et c'est le principal. On a vraiment aujourd'hui, enfin avant, l'entreprise, on va dire, on avait 4 cuvées. Aujourd'hui, on en développe de plus en plus, simplement pour essayer de répondre à la demande des nouveaux consommateurs. Pas l'échange, et nous, mes parents, on va dire, leurs clients, ils ont le même âge qu'eux. Ils ont 60, 70 ans, voire même un peu plus. Donc, forcément, il faut que moi, je change, il faut que je prenne un virage. Ce virage-là, il ne va pas se faire à 180 degrés, il faut qu'il se fasse tranquillement. Donc j'arrive, on va dire, à garder les 4 cuvées principales de la maison, qui ne changent pas, qui ne changeront pas. Par contre, je me permets des petites variantes, des petits changements sur justement mes petites cuvées, mes parcellaires. Voilà, c'est là-dessus que je me fais davantage plaisir. Nous, on est en coopérative, donc ça nous permet d'avoir, on va dire, du matériel performant, de qualité, toujours à la pointe de la technologie, et en même temps de pouvoir, notre coopérative est relativement petite, à taille humaine, pour faire du parcellaire, et en même temps aussi faire du champagne de coopérative, et aussi faire du gros contenant, si je puis dire, pour des maisons de champagne. Voilà. Oui, c'est ça qui est intéressant. Dans la gamme que vous avez développée,
Quand il dit qu'il est en coopérative, quand tu dis que tu es en coopérative, il y a une partie effectivement des champagnes qui sont des champagnes d'assemblage, non seulement de cépages, mais aussi de domaines et Oui. de propriétaires. Oui. Voilà. Mais à la coopérative, tu as aussi la possibilité d'avoir aussi tes cuves pour faire ton Oui, vin. Voilà. effectivement. On a la coopérative, depuis que je suis, on va dire, revenu, j'ai demandé à avoir, on va dire, des cuves plus petites, des cuves pour faire du parcellaire. Ça a mis du temps, parce que forcément, c'était pas trop dans les idées de chacun. Et puis, il y a une mode, on va dire, une mode où on va dire on essaye de retrouver l'identité, le terroir. Donc, moi, j'essaie d'exprimer, on va dire, je suis, on va dire, cette mode-là. Hein, voilà, on a envie de travailler des parcelles différentes par rapport à d'autres. Et on a envie d'avoir, on va dire, toute cette continuité-là au niveau du vin, au niveau de l'habillage et au niveau et de l'avoir, on va dire, dans notre verre. Oui, et je pense qu'il y a deux choses. Le fait que l'histoire ici soit finalement relativement courte. Oui. D'une certaine manière, tu sais, et les vignerons, je pense, tu parles de mode, je pense il y a beaucoup de vignerons, ils sont, je pense, c'est un peu mon regard sur le truc, dans le côté, il y a une tendance de marché, il y a un marché qui a tendance à me demander ça, mais moi, mon identité, c'est ça. Et mon identité, elle a été faite par des générations et des générations et des générations de vignerons qui ont travaillé à la vigne de cette manière-là, cette manière-là, cette manière-là, en cave de cette manière-là. Parce que mon terroir est fait pour ça. Et du coup, aller vers les tendances de marché, il y a un risque de danger, en fait, de perdre un peu son identité. Oui. Toi, il y a un côté où finalement, le fait que cette histoire soit courte et le fait que visiblement aussi tes parents soient ouverts aux propositions, je pense que ça fait que tu pars de zéro en fait, tu peux un peu fabriquer une partie au moins de l'identité. Bon, tu as des vignes qui ont 40 ans, donc il y a déjà eu du travail dessus, mais voilà. Oui, c'est vrai. On essaye d'avoir aussi un entrain à la modernité. On ne reste pas, voilà, on était au désherbage, au tout désherbage dans les années 90. Mon père, quand il revient ici, on n'est pas différent des autres vignerons de toute la Champagne. Et puis, on se pose un peu des questions. Mon père a été dans les premiers, on va dire, dans notre village, avec des vignerons en biodynamie, à essayer de mettre de l'herbe dans ses vignes, à essayer d'enherber les vignes, la partie, on va dire, dans le rang, pour éviter donc le dessèchement du sol, pour tenir le sol, pour apporter une vie, rapporter un peu de structure au sol et pouvoir passer dans les tracteurs et ne pas tasser. Il y a beaucoup d'avantages, on va dire, à l'herbe qu'on délaissait auparavant. C'est beaucoup plus simple de ne pas en avoir. Il y a une compétition par contre avec la vigne. Ouais, c'est ça veut dire qu'en termes de rendement... On perd en rendement, on est obligé de compenser en apportant davantage de nutriments, d'engrais, si je puis dire. Voilà. Et puis, il peut y avoir des risques, comme certaines gelées de printemps, où certains, on va dire, ne vont pas en avoir, alors que nous, on peut en avoir. Et inversement, cela n'a jamais été complètement fondé. Et par contre, il y a des passages en plus de tracteurs, donc un peu plus de temps à passer dans ces vignes. Mais on va dire les mentalités changent. Aujourd'hui, on a des vignerons de la Champagne et de France qui, on va dire, étaient anti-herbe, anti-enherbement. Et aujourd'hui, en fait, ils vont commencer à dire peut-être qu'il y a un intérêt quand même un petit peu à cette herbe-là, aussi bien sur un côté environnemental que sur un aspect simplement être bien aussi dans ses vignes. Voilà, humain. Oui. Et ça, ça apporte aussi un peu de biodiversité de temps en temps. Pas de temps en temps, mais ça apporte une biodiversité. Et d'ailleurs, mon père, dans les années 1990, il y avait des grosses problématiques, par exemple, d'araignées rouges, qui, on va dire,
monter directement dans les vignes. Et donc, il y avait une compétition parce que l'araignée, elle, se nourrit de la sève. Et aujourd'hui, en fait, en ayant, on va dire, ces araignées rouges, en ayant de l'herbe, les araignées restent dans l'herbe et avec, on va dire, une biodiversité, il y a ce qu'on appelle les typhlodromes, vont avoir une légère compétition et donc pouvoir... C'est positif du coup. Voilà, c'est positif. Avant, il fallait faire un traitement. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de faire de traitement parce qu'il y a justement cette régulation naturelle. Voilà. Oui, et sur ces tendances à la vigne qui, comment dire, à l'époque de tes parents sont relativement... Enfin, commencent à revenir en fait dans les années 90. Oui. C'est un peu les premiers un peu partout en France là, qui commencent à revenir Oui. à ce qui se faisait avant la chimie, avant la Deuxième Guerre. Dans le parcours, tu nous as dit que tu as été envoyé, en tout cas que tu es allé en stage en Alsace chez un vigneron biodynamie, au Clos Triganina à Cahors. J'imagine que si tu allé là-bas, tu avais une certaine sensibilité et peut-être de fait tes parents aussi, parce que c'est peut-être eux qui t'ont mis en contact. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe, mais j'imagine qu'ils ont peut-être un rôle un peu là-dedans. En Alsace, je suis allé, on va dire, chez un vigneron qui est à Mittelwihr, qui est on va dire, mes parents apprécient un petit peu le vin, forcément. Voilà. Donc, ils étaient ouverts. Ils étaient ouverts, et en fait, on les connaît parce qu'il y a une porte ouverte qui est juste en face de chez nous, qui est chez un vigneron, un confrère. Et donc, on a sympathisé avec lui, et donc c'est comme ça que je me suis rapproché un petit peu de lui pour faire ce stage-là. En Savoie, je suis allé chez le pépiniériste de mon père. Par contre, pour le biodynamie, le vigneron en biodynamie en Savoie, là, c'est vraiment moi. C'est mon pépiniériste, il dit tiens, si tu veux, tu peux aller chez ce vigneron-là en biodynamie, tu verras, ça peut être intéressant. Il m'a proposé pour une demi-journée et j'ai accepté. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette petite demi-journée-là. Par contre, le deuxième stage qui s'est passé justement dans ce domaine-là, j'en ai vraiment roté. J'ai vraiment beaucoup travaillé, surtout quand on est jeune, on a 16-17 ans. On ne connaît pas forcément ce que c'est que le mot travail. Et j'ai appris ce que c'était que la biodynamie. Et surtout, entre la période pépinière et la période du stage pépinière et la période du stage biodynamie, il y avait un peu un entre-deux. Et ce fameux vigneron m'avait donné des idées pour ne plus traiter. Et je donnais des leçons à mon père en disant tu devrais mettre du petit lait, tu devrais mettre du cuivre, tu devrais faire des... Ayant testé la biodynamie et en ayant vraiment beaucoup... pas souffert, mais un petit peu, j'ai compris que la biodynamie, pour l'instant, faut vraiment beaucoup s'y mettre. C'est un investissement énorme personnellement, enfin un investissement personnel énorme, et il faut être bien accompagné. Quand je suis revenu, j'ai dit à mon père arrête la biodynamie, on va pas mettre du petit lait, on va pas, voilà. Mais on va mettre de l'herbe. Voilà. Alors l'herbe était déjà là dans les années dans 2000, et quand je suis allé en stage en Savoie, c'était dans les années 2012. Voilà. Donc on était déjà on va dire assez pas assez moderne, mais on avait déjà une démarche un peu environnementale. Voilà. Ok. Et si on reste sur la vigne là et qu'on avance un petit peu. Vers quoi toi maintenant t'aimerais projeter le domaine? Alors au niveau vigne, au niveau vigne, alors moi j'ai déjà fait beaucoup, on va dire, quand je suis revenu, j'ai un peu travaillé en 2015-2016 ici. Ce que j'ai fait, c'est que on a changé radicalement le système de taille. On a taillé, on n'est plus du tout en cordon de Roya comme traditionnel de mon père, où on avait vraiment des vieilles charpentes, où on avait beaucoup de gros bois et donc forcément des maladies du bois. Parce que quand on coupe
une charpente, on a une grosse plaie de taille. Ceci peut être, c'est comme on coupe, on va dire, un bras, maladie, on peut avoir une entrée de maladie. Moi, je préfère qu'on me coupe plutôt en fait des doigts. Il y a une moins grosse entrée de la cicatrisation se fera beaucoup plus rapidement, si je puis dire. Et donc, j'ai choisi de changer ce système de taille-là et ainsi redonner, on va dire, du bois de pied qu'on a besoin dans cette logique de avoir de favoriser donc les pieds et de pas avoir d'endroit mort au niveau du pied. Voilà. Donc ainsi éviter des maladies du bois qui est un fardeau dans la France et ainsi on va dire gagner du temps au niveau de la taille, gagner du temps au niveau du palissage, du relevage et de la lirie. Donc il y avait vraiment toute cette signification là. Et de ce fait, en plus, on en avait besoin parce qu'on est passé en travail du sol, donc on ne désherbe plus, donc on est toujours enherbé dans le rang, mais sous le rang, donc sous les pieds de vigne, nous travaillons nos sols et nous travaillons pas comme 90% des vignerons de la Champagne avec des intercepts. Nous, on préfère travailler avec des outils qui sont un peu plus, on travaille peut-être un peu plus en profondeur, voilà, si je puis dire, sans retourner la terre, et ce qui permet en fait, et on a besoin justement de ces bois de pied-là. Donc forcément, on change les flux de sève et ainsi on redynamise nos vieux pieds. Voilà. Ça, c'est au niveau de la viticulture. On aimerait, j'ai testé le bio en 2021, qui a été une catastrophe au niveau humidité, au niveau de l'humidité. Donc mais je souhaite pourquoi pas retenter l'expérience dans les prochaines années. Voilà. Et au niveau de la viticulture, au niveau des projets, on va. Ok. Et alors ensuite, sur la partie marque à proprement parler, quand tu arrives, tu récupères, de ce que je comprends, de ce que tu dis, les clients, ils ont l'âge de mes parents. Du coup, c'était essentiellement une clientèle de particuliers. On avait 15% de clients, on va dire, européens. Donc, on vendait des petits clients professionnels européens. Sinon, on avait aussi quelques Italiens qui venaient ici, mais approximativement, on vendait 15% en Europe et après pas loin de 85% en France quand je suis revenu. Et on vendait approximativement entre 10 et 15 000 bouteilles. Et sur cette partie-là, 85% en France, c'était essentiellement du particulier? Oui, principalement. Oui, c'était que du particulier. Que du particulier. Il y avait aussi des cadeaux d'entreprise, mais ce sont des... C'était c'était un particulier qui finalement parlait de ça dans sa boîte et qui c'est ça. Et moi les entreprises parfois s'arrêtent, parfois et puis la clientèle aussi change, évolue, veulent avoir parfois on a peut-être un peu attendu aussi, on n'offrait pas forcément des champagnes comme du blanc de blanc, comme du fût de chêne. Et quand je suis revenu en fait en 2018, il faut pouvoir évoluer et donner on va dire les produits qu'on nous demande. Donc on crée le blanc de blanc en 2019-2020 et le blanc de noir fût de chêne. Et donc de suite en fait on répond et on ouvre un petit peu à nos clients la possibilité de choisir et donc d'avoir on va dire des champagnes un peu différents, un peu plus haut de gamme. Et c'est ce que recherchent de plus en plus les clients, des champagnes de vignerons, des champagnes atypiques ou un peu plus de structure. Ça c'est le choix on va dire dans lequel je suis parti. Maintenant on est à 11 cuvées, il y a parfois des clients qui ont besoin, qui aiment nos champagnes, mais par contre, ils ne veulent plus avoir de sucre, soit pour des goûts différents, ou soit pour des autres,
de maladie. Oui. Et donc, on propose maintenant, et on proposait depuis 2015, on va dire, des champagnes, les mêmes champagnes, mais sans sucre, mais elles n'avaient pas une vraie identité. Là, on a notre brut tradition qui est juste derrière moi, qui n'avait pas, voilà, c'était notre tradition, mais non dosée. Et notre stock, voilà, on répondait simplement à la demande d'un client, mais pas plus. Et en fait, on ne voulait pas plus. Aujourd'hui, cette cuvée a une vraie identité. Ça s'appelle la cuvée Élégance. C'est notre brut nature Élégance. Et en ayant trouvé une vraie identité, une vraie place dans notre gamme de champagne, elle se démocratise à tel point que maintenant, c'est notre cuvée où il y a où en fait on l'exporte au Japon. Voilà, donc on exporte davantage de champagne à travers l'Europe principalement. On a ce petit marché au Japon, mais maintenant on est passé à peu près à entre 40 et 50%, voire même on est même passé à 60% Europe. Voilà, j'ai décidé de changer la clientèle et on est passé de 15 000 à 20 000 bouteilles. Donc un énorme bond en commercialisation. Et puis forcément avec changement des nouvelles cuvées, rattrapage des stocks. Voilà. Ouais. Donc, et comment tu as organisé là, ce switch de clientèle là? Comment tu t'es pris, par où? Est-ce que c'est des salons pro? Comment tu as fait? Les clients apprécient énormément, on va dire, cette table, peut-être la convivialité qu'on a dans notre famille. Ma mère, tout ça, aime bien recevoir. Donc, ça s'est fait plus du bouche à oreille. Et on recevait aussi parfois certains groupes. C'est vraiment ici, chez nous, au 1 rue de Louvois que ça se passe exactement, que la partie que les clients viennent ici pour passer un bon moment, pour déguster. Ils prennent vraiment du temps et on leur explique comment, on va dire, on fait notre champagne et comment et voilà, et quel goût ils peuvent avoir. S'ils aiment, on va dire, des vins plus vineux, on en a. S'ils aiment les vins plus frais, on peut en avoir aussi. Attention, c'est pas forcément le meilleur. On n'a pas forcément le terroir le plus saillant, le plus aiguisé, le plus minéral, avec la plus grosse fraîcheur. Mais on peut en avoir. Par contre, on peut avoir aussi du champagne fruité. Et on peut orienter un petit peu les clients et on essaie de comprendre nos clients pour chaque événement qu'ils peuvent avoir. Et quand même, l'importateur, j'en sais rien moi, allemand, pour qu'il vienne s'asseoir sur cette table, il faut bien qu'il ait entendu parler de toi. Là, comment tu vois? Oui, notre premier client était il a fait ses armes avec un petit chef qui s'appelle Paul Bocuse. Ah. Et voilà, donc s'appelait Ivray. Et donc ce client-là il prenait des restaurants qui n'avaient pas beaucoup de cotes, et en fait il est monté à 1 étoile. Et après donc il les revendait, et donc c'est comme ça qu'il a réussi en fait à avoir plusieurs restaurants. Et forcément avec ces restaurants, donc il était voilà, il avait la double nationalité allemande et française, et il a réussi à nous faire connaître avec justement cet importateur-là allemand. Oui, lui il a un coup de cœur, il a eu un coup de cœur. Il avait vraiment un coup de cœur chez nous, et donc il venait ici à 5h du matin. Et voilà, donc il venait nous réveiller quand on était gamin. Voilà. C'était, on va dire, voilà, c'est ces petites histoires-là qu'on peut avoir quand on est petit vigneron. Et pareil, cette différence de stratégie commerciale qui du coup est très différente de celle qu'avaient initiée tes parents, oui. Ou complémentaire on va dire, parce que les gens peuvent toujours passer ici. Ah oui, voilà. Maintenant c'est vrai que, étant donné que je suis tout seul, on va dire,
au four et au moulin, dans la partie aussi bien dans les vignes qu'à la partie manipulation des bouteilles et à la partie commerciale. C'est vrai que c'est principalement maintenant sur rendez-vous. Toutes les personnes peuvent passer en un quart d'heure. Voilà, c'est possible. Par contre, les portes ne sont pas tout le temps ouvertes. Oui. Et pareil, ce changement-là, il est accueilli avec de l'enthousiasme, de la bienveillance ou plutôt attention Par mes parents, mes parents comprennent parfaitement. Mes parents comprennent parfaitement puisque je peux pas rester ici à attendre le client. Ma conjointe aussi n'a pas envie que je passe mes samedis et mes dimanches à recevoir les clients, ce qui est complètement compréhensif. Et puis, je n'ai pas non plus parfois envie de recevoir tout le temps et d'avoir les portes tout le temps ouvertes, rien que pour des clients. Donc, on essaye d'avoir un peu une vie, on change un petit peu de vie. Mais par contre, si un client me demande le samedi ou voire même le dimanche matin de le recevoir, je le reçois et il n'y a aucun problème. Voilà, c'est notre façon, notre stratégie. Voilà, et souvent en fait maintenant je recherche davantage d'importateurs, des petits importateurs en Europe. Ça se fait principalement soit via des plateformes numériques. Grâce ou à cause du Covid, on a créé des salons virtuels. Et de ce fait, on se met en relation avec des importateurs. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive à percer certains marchés. Ok. Et tu leur envoies le vin 2 semaines avant? On leur envoie le vin. Voilà, on fait déjà une visio, tout comme là. Ouais. On se présente, on présente nos champagnes. Et ensuite, s'ils ont aimé, on va dire, l'interview ou pas, on leur envoie le champagne. Et ensuite, après, ils dégustent chez eux avec tout leur échantillon. Et cette partie-là du métier, tout à l'heure tu disais quand tu t'es présenté que voilà, tu es vraiment rentré dans le métier par la vigne et c'est ça qui t'a passionné en premier. Oui. Là, quand tu reprends les rênes d'une maison comme ça, voilà, la partie commerciale, administrative, le contact avec le client pro qui est aussi pas le même qu'un contact avec un client particulier, etc. Ma question c'est est-ce que t'aimes en fait, tu vois, oui. Oui. Pour rien au monde je changerais. C'est vraiment un métier passionnant. Voilà, et puis on reprend le flambeau, si je puis dire, et depuis qu'on est enfant avec ma sœur, on reçoit les clients. Quand mes parents n'étaient pas là, ils pouvaient être en déplacement. C'était nous, à 10 ans, on savait ouvrir une bouteille de champagne et c'était nous qui recevions les clients. On n'avait pas non plus le même speech qu'aujourd'hui, mais c'était possible de faire déguster, de faire une facture. Forcément, on n'avait pas non plus la partie gestion quand nous étions enfants. Voilà. Évidemment. Mais nos parents nous... Oui, tu as quand même baigné dedans, tu as quand même baigné dedans un peu dans ce contact clientèle et ça va. Et c'est peut-être aujourd'hui, du coup, est-ce que tu dirais que c'est justement que cette partie multiple du métier, est-ce que c'est vraiment ça qui nous plaît. On sait aujourd'hui, on était en remue, on va dire, les bouteilles ce matin. Cet après-midi, on va habiller. Demain, on ira tailler. Et après-demain, on peut faire une réinstallation d'une parcelle. C'est assez varié et il faut avoir la tête partout. Et je pense que la polyvalence, ou on va dire avoir la tête un peu partout, c'est ça qui nous plaît. Et après-demain, avec justement avec Anna Maria, nous irons voir pour les nouveaux designs d'étiquettes. Donc on essaye aussi de faire partager ma vision de l'entreprise avec notre salarié, notre emploi.
Donc c'est voilà et faire voilà, on est une équipe, on est ensemble et on essaye de vraiment faire partager cet amour de Champagne Remy Henry. On va essayer justement de créer un gîte, on va essayer de créer de développer justement cette entreprise. On l'a pas dit en termes de, enfin je me l'ai dit tout à l'heure, mais en termes de vignes, en termes de surface cultivée, là, ça représente. On est une petite entreprise familiale, on a 4 hectares de vignes, on exploite 4 hectares de vignes. Voilà, ce qui nous demande pas mal de travail. Et en même temps, nous, on manipule 20 000 bouteilles. Ça nous permet à peu près, donc on ne manipule pas tout le raisin, toute notre production. Ça nous permet d'avoir un petit peu un stock un peu tampon, si je puis dire, pour répondre à nos clients. Nous, on essaye un peu maintenant de se diversifier, donc, et puis peut-être créer c'est en projet, donc gîte, mais aussi un peu style brunch au champagne dans les prochaines années, étant donné que justement notre nouvel employé a des connaissances dans la restauration, dans l'hôtellerie, et qu'elle parle plusieurs langues. Donc voilà. Il faut qu'on en parle, ça, quand même. Du coup, l'équipe aujourd'hui sur 4 hectares, donc on est 2. Toi à plein temps et Anna Maria, une salariée. Voilà, qui, on va dire, est revenue depuis 2 ans. Pas 2 ans, 2 mois chez nous. Elle est arrivée il y a 2 mois. Elle voulait, donc on va dire, le travail est principalement de la viticulture. C'était là-dessus qu'on voulait, on va dire, que je voulais, on va dire, plus la destiner. Mais en voyant qu'elle a des capacités, qu'elle a la possibilité de faire des très belles choses, je me dis, ça serait gâcher une personne de valeur. Et donc, je préfère davantage, et elle souhaiterait, on va dire, recevoir des clients. Donc, c'est un peu difficile de parler du champagne et tout ça, ou de parler de mon histoire ou de l'histoire de mes parents ou de mes grands-parents quand on vient d'arriver. Mais par contre, elle aimerait bien, on va dire, garder un petit peu ce lien avec la restauration, l'hôtellerie. Et donc, je vais lui proposer cela. Voilà. D'accord. Oui, parce qu'elle n'est pas d'ici, du coup. Donc, non, elle est d'origine roumaine. Elle a pu voyager un petit peu. Donc, elle a travaillé en Roumanie, en Italie, donc, parce que le roumain est proche de l'italien. Travaillé au Portugal, en Allemagne. Et maintenant en France. Donc forcément, elle parle aussi un peu en anglais. Donc elle parle 6 langues et très motivée. Et justement, ce Airbnb-là, son mari ne souhaite pas forcément, souhaite garder un peu de liberté. Et nous, ça serait, on va dire, un complément forcément bienvenu, on va dire, voilà, de diversification. C'est pour ça qu'on souhaite créer, on va dire, un gîte ici. Et qui sera principalement géré soit par elle et par nous, et par moi. D'accord. Toujours sur le commerce, là, une question que j'aime bien poser des fois aux vignerons. Comment est-ce que tu élabores tes prix, en fait? Comment tu décides? Bon, tu as récupéré évidemment un fonctionnement avec des prix, mais tu crées aussi des cuvées. Comment on fait pour décider combien on va vendre? C'est quand même une décision. Comment est-ce qu'on va vendre? Il y a déjà, on va dire, je reprends moi l'historique de mes parents. Faut savoir qu'on était une petite entreprise, considérée un peu comme on était un petit champagne de coopérative avec des petits vignerons et on ne savait pas réellement ce qu'on avait dans nos bouteilles. La première chose que moi j'ai décidé de faire, c'est déjà de faire évaluer notre champagne avec des guides. Et il se trouve qu'on avait des bons champagnes, qu'on avait même des excellents champagnes, avec une certaine structure, avec des choses que on ne pouvait pas retrouver ailleurs.
voilà, on a des champagnes, on va dire, entrée de gamme, avec, on va dire, des prix, on va dire, qui peuvent s'adapter à beaucoup de personnes, entre 20 et 30 euros. Voilà. Ensuite, on a des qualités qui sont un peu plus haut de gamme, voilà, des parcellaires, donc mes fameux parcellaires, donc soit un blanc de blanc, traditionnel de chez nous. Enfin, voilà, c'est pas traditionnel, mais on va dire c'est un parcellaire qui est un peu atypique, mais de Bouzy. On a un double parcellaire qui est un 50-50 Pinot Noir Chardonnay et un blanc de noir fût de chêne. Ça, c'est un peu plus... En fait, ces deux qualités, blanc de blanc et blanc de noir, me permettent de faire évoluer le prix de la cuvée Prestige, qui est la cuvée, on va dire, la plus phare de la maison. Donc forcément, on met un prix un peu supérieur. Et j'imagine, elle doit au niveau de la prestation de la coopérative, manipulation, ouais, ça te coûte aussi un peu plus cher du coup, coûte un peu plus cher. Ta cuve, voilà. C'est différent quoi. Il y a un coût supplémentaire. Et puis nous après, on décide de la mettre avec un prix un peu plus élevé, forcément parce qu'il y aura beaucoup plus le prix du verre, le prix de la manipulation, il y a beaucoup plus de travail derrière. Et puis forcément il y a une qualité aussi, forcément la qualité du champagne, oui. Hein, qui se valorise. Il y a le travail vraiment à la vigne. Et puis tout au long de voilà. Donc c'est pour ça que on n'a pas envie non plus de dégrader ce champagne-là. Donc celui-ci est plus alentour des, on va dire, plus alentour des 30-40 euros. Voilà, des 25-40 euros. On peut avoir vraiment toute cette gamme de prix-là. Donc c'est déjà pas donné à tout le monde de mettre 40 euros dans une bouteille. Et ensuite, on a, mon père avait, on va dire, un peu oublié quelques bouteilles dans la cave, des vieux magnums. Voilà, en faisant il voulait faire une sorte de vinothèque. Donc on a des magnums qui sont encore sur lit. Donc sur lit, ça veut dire, là j'ai une bouteille ici, où il y a encore toutes les levures. Et donc il va y avoir, à travers ces levures, toujours une évolution, et donc le champagne va évoluer et étant toujours ne sera pas oxydé. Il n'y aura, voilà, l'évolution se fera toujours. On a des champagnes de 2010, de 2008, de 2004, 2003, 1999, 1995, jusqu'à 1994, mon année de naissance. Voilà. Donc mon père a gardé cela. Et aujourd'hui, mon père ne voulait pas trop les exploiter. Je décide de développer, on va dire, une nouvelle gamme qui s'appelle la gamme Âge d'Or, qui est, on va dire, des champagnes très évolués, pas forcément pour tout le monde, hein, c'est pas, voilà. Et donc là, et le dégorgement ne s'est fait qu'il y a 6 mois, ou 1 an, grand maximum. Donc, la qualité du champagne est exceptionnelle et on arrive à avoir vraiment une grande finesse. C'est un 50-50 Pinot Noir Chardonnay. Ces magnums-là sont vendus aux alentours des... pour les millésimes un peu entrée de gamme, on va dire de 2010, aux alentours des 150 euros jusqu'à 300 euros. Voilà, donc cela, et donc on l'a fait aussi... Pour ne rien cacher, on a aussi décidé de les faire déguster par des grands dégustateurs. Là, on était un petit peu surclassé, étant donné le prix. Et puis au niveau, donc ils ont comparé ça avec des grandes maisons de champagne, très grandes. Et on est arrivé en fait aux mêmes notes que les grandes maisons de champagne, sauf que nous, on était 2 fois moins cher. Et avec un champagne de vigneron, de vieux millésimes en magnum de grands crus, Pinot Noir et Chardonnay. Les 2 cépages qu'on connaît dans le monde entier. Voilà. Donc on a cette possibilité-là d'offrir vraiment toute cette... D'adresser une clientèle multiple. Voilà, une clientèle multiple. Aussi bien des personnes très... Oui,
On a un contact, pourquoi pas pour Singapour, mais pour l'instant, ce n'est qu'un contact. Voilà. Ok, top. Allez, si on prend un peu de recul maintenant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu au milieu du Champagne, on parlera du Champagne après, mais au milieu du Champagne, du village de Bouzy. Qu'est-ce que c'est son identité, qu'est-ce qui fait son identité, qu'est-ce que c'est les champagnes de Bouzy par rapport aux autres champagnes? Alors, Bouzy, avec Ambonnet, c'est pas forcément moi qui le dis, on voit aussi un peu au niveau des grosses maisons de champagne, vu que j'ai travaillé à la coopérative. Bouzy et Ambonnet sont souvent les villages les plus puissants au niveau de l'expression du pinot noir est souvent très puissante. Trop puissante parfois pour certaines maisons de champagne. Mais c'est ça qui fait, on va dire, parfois le trop, en fait, c'est ça qui fait une typicité. Et nous souhaitons, on va dire, c'est ça qui nous différencie, on va dire, des grandes maisons de champagne. Et donc, forcément, on complète, on va dire, un trou qu'il peut y avoir pour des clients. Donc, Bouzy, nous, on fait Bouzy, on a droit qu'au cépage Pinot Noir et Chardonnay, majoritairement Pinot Noir. On a vraiment un très bon ensoleillement, des terres relativement très lourdes, voilà. Et Bouzy a été reconnu durant la période des rois de France avec son Bouzy rouge, son fameux Bouzy rouge. Voilà. Donc Bouzy a une académie des vins de Bouzy dont je fais partie. On fait partie d'un groupement de vignerons de Bouzy. On est 17 ou 18, on va dire de Bouzy et extérieur de Bouzy, pour, on va dire, mettre en valeur notre Bouzy rouge ou notre Coteaux Champenois rouge, et blanc et rosé, et voire même un champagne rosé. Ceci est un événement, on crée, on va dire, un événement pendant le printemps des Champagnes. Durant le printemps des Champagnes, il y a des groupes de vignerons d'excellence, les 100% meuniers, les 100% pinot, les 100% champagne de coopérative. Nous on fait partie du groupe l'Académie des vins de Bouzy, qui met, on va dire, à l'honneur principalement le Bouzy rouge. Voilà. Et donc nous faisons venir, on va dire, des importateurs, des journalistes, voilà. Et puis voilà, pour essayer de promouvoir. Voilà, c'est pour essayer, on va dire, de promouvoir ce vin. Et nous faisons aussi des dégustations à l'aveugle de nos Bouzy rouges pour essayer d'essayer de l'améliorer entre nous. Nous sommes donc 17 vignerons à essayer de faire des autocritiques, avec aussi des grands dégustateurs qui nous aident aussi pour... voilà. Et on voit bien qu'il y a un changement de consommateurs. Les consommateurs souhaitent maintenant des Bouzy rouges un peu plus puissants que ce qu'on a pu avoir auparavant. Avant, c'était plus considéré, il y a très longtemps, je parle, comme le vin du vigneron, même si c'était le vin des rois de France. Enfin, pas forcément pour tous les rois de France, mais voilà. Et aujourd'hui, maintenant, en fait, il retrouve vraiment une place importante et on essaye de le promouvoir au même titre que les grands champagnes. En essayant de faire des pinots un peu extraits, un peu élevés. Voilà, exactement. Donc mon Bouzy rouge, moi, pour ma part, il est dans une vigne donc avec du Cournouet, on fait des belles macérations relativement très longues. On peut aussi si bien faire des remontages ou des foulages. Ça, c'est moi qui le décide, parce que c'est du parcellaire. Voilà, les millésimes, voilà. Le décuvage aussi. Et après, il est élevé en demi-muit pendant à peu près pendant plus d'un an, un an et demi. Et après, mis en bouteille. Voilà. Et avoir encore une évolution pendant à peu près 3 ans, jusqu'à le commercialiser. Voilà. C'est comme ça que, chez moi, c'est comme ça que je le fais. D'autres vignerons font des assemblages de Bouzy rouge, vu qu'ils en font un peu plus. Voilà. Ok. Et Bouzy, là, pour la partie champagne, donc est classé grand cru. Oui.
On va dire à l'intérieur des grands crus, c'est quoi la place de bougie? Est-ce que c'est hyper porteur? Oui. Bouzy, les grands crus sont très demandés par des importateurs, par des clients. Cramant, Auger, voilà, Avise sont des grands crus. Il y a Bouzy, Ambonnay. Tous ces grands crus-là sont, Verzives, Mailly, Champagne, sont vraiment des très très belles places pour avoir des belles expressions des cépages, et donc avoir des très grands vins. Je ne dis pas que les autres terroirs ne sont pas bons, c'est pas ce que je dis. C'est juste que les anciens ont préféré, on va dire, faire cette dénomination-là Grand Cru parce qu'il y avait un terroir spécifique. C'est pas nous qui l'avons décidé. Enfin, on l'a décidé par la dénomination, mais c'est pas nous qui avons décidé d'avoir un terroir meilleur que celui d'à côté. Voilà, et qui permettent d'avoir une bonne vendange. Et parfois, les grands crus sont un petit peu on n'a pas forcément de gros orages ici ou des grosses gelées de printemps. Voilà, les intempéries climatiques, nous arrivons à en avoir moins que dans certains terroirs. Par exemple, ça devait être en 2008, à 10 km d'ici, sur le village de Haï, il y a eu, il y a 10 ans, à peu près, il y a eu, on va dire, un énorme glissement de terrain dû à un orage énorme, 100 mm d'eau en quelques heures, en une heure, enfin 100 mm d'eau. Donc les vignes partaient, la terre partait. Il y avait environ 80 cm d'eau dans le village et forcément après de la boue. Ici, nous sommes à 12 km en voiture, peut-être 8 km à vol d'oiseau. On n'a eu aucune goutte. Voilà, il y a, on va dire, un aspect terroir qu'on ne peut pas. Voilà, parfois les nuages préfèrent certains terroirs par rapport à d'autres. Et donc, on arrive à avoir une certaine structure dans nos terroirs et, par exemple, une certaine minéralité, par exemple, sur Cramant, voilà, qu'on ne peut pas avoir ici. Ici, on pourra davantage avoir des craies, comme il y a ici, où on peut la graver, on peut graver avec, alors que dans certains terroirs, on peut avoir de la craie, mais qui sera très friable, donc pas forcément, plus ou moins propice à certains cépages. Voilà. Ok, ouais, super intéressant. Bon, ok, si on recule encore d'un cran et qu'on parle de Champagne globalement, ma première question, elle est large, peut-être difficile, c'est pas grave, je préciserai s'il faut, c'est comment va la Champagne, finalement? Comment va la Champagne? Compliqué. La Champagne entre vignerons va relativement bien, parce qu'on a une très bonne interprofession, très bien dirigée, qui réussit, on va dire, à surmonter certaines crises économiques, sociales et environnementales. Pour l'instant, la Champagne, au niveau environnemental, va bien, puisqu'on a gagné, on va dire, 1 degré ou 2 degrés voilà. Donc, on arrive à avoir des très belles vendanges, des très beaux... Voilà, on arrive à avoir des très belles maturités comparées à ce que mon père a pu vivre dans les années 1984-85 où ils ont eu des moins 20. Voilà, nous maintenant nous n'en avons plus. Ma grand-mère, elle, faisait des vendanges à 2000, 3000 kilos de l'hectare. Aujourd'hui, voire même 500 kilos de l'hectare. Aujourd'hui, nous sommes nettement supérieurs. On arrive à avoir 10 000 kilos de l'hectare. Voilà. C'est considérable. Il y a eu une belle évolution. Oui, le changement climatique, voilà. Mais attention, il faudrait pas que ça soit de trop. Ça c'est là où est toute la limite, on va dire. Donc on ne voudrait pas que ça monte de trop parce que sinon après ça va peut-être changer certains équilibres. Mais on a des moyens techniques
on va dire sur la taille, voilà, qui permettent, on va dire, de pallier, on va dire, à ce réchauffement climatique. Ça, c'est au niveau environnemental. Au niveau social, on a eu quand même on a besoin de personnes, des personnes qualifiées, et on a des personnes excellentes qui arrivent à évoluer. Ça, c'est une très bonne chose. Apparemment, la Champagne a quand même besoin de plus en plus de personnes, et on a besoin de vendangeurs pour faire la vendange. Donc nous, on a par exemple on a une famille qui vient depuis 30 ans, qui est toujours, on va dire, la même famille de gens du voyage évangélique. Donc attention, le bon Dieu est très proche. Notre hangar est béni, et c'est là où se fait les belles cérémonies. Et au niveau économique, la Champagne a connu beaucoup de crises. Aujourd'hui, il y en a une au niveau, le champagne s'exporte de moins en moins bien au niveau pour les grandes maisons de champagne, et pour aussi nous, un petit vigneron, on est descendu à 270 millions de bouteilles, mais on pense quand même qu'avec des belles locomotives, avec des belles maisons de champagne, il y a quand même des belles personnalités. On pense que ça va repartir. Voilà, il faut garder. C'est ça qui est hyper intéressant. Petit à petit, on va arriver à Champagne de Vigneron. Mais dans la particularité de la Champagne, il suffit de s'y balader. Effectivement, il y a ces grandes maisons qui sont très belles. Voilà, qui sont très belles, qui prennent de la place à tous les niveaux. Au premier niveau basique dans les vignes, elles sont propriétaires de beaucoup de vignes. Elles prennent de la place dans la communication aussi, évidemment, parce que c'est des forces commerciales énormes. Qui ouvrent les marchés. Ouais. Et nous, après, ça nous permet, petits vignerons, c'est ça, en fait, à pouvoir passer et toucher des marchés qu'on pensait imprenables. Ma mère ne pensait pas pouvoir avoir commercialisé Champagne-Remis-Henri au Japon. Aujourd'hui, nous vendons, on va dire, au Japon. Et surtout au Japon, on va dire, notre champagne est vendu dans des abonnements pour des femmes japonaises, parce que les hommes, eux, sont souvent font leurs choses, on va dire, leur soirée à part, et les femmes aiment bien déguster du champagne entre copines. C'est comme ça et donc les femmes prennent des abonnements de vin. C'est ça, donc il y a ce côté effectivement moteur d'image, et que en fait ces grandes maisons développent non seulement la marque de leur maison, mais aussi globalement la marque Champagne, et ça du coup après c'est bénéfique jusqu'à votre niveau. Et après de l'autre côté, il y a le défi, c'est quand même de se faire une identité avec sa propre marque, et c'est peut-être là qu'on arrive à Champagne de Vigneron, ce syndicat. La question, j'ai posé la même hier à Chantal, c'est en quoi, pour toi, il est utile, ce syndicat ? Le syndicat général des vignerons. Le syndicat général des vignerons gère beaucoup de choses. Aussi bien, donc il est très utile au niveau administratif, même si peut-être qu'il y en a, voilà. Mais je veux dire, au niveau communication, voilà, ils sont très bons. Ils ont compris, ça fait déjà depuis plusieurs années, mais je veux dire, ils ont compris que les maisons de champagne essayent de tirer. Voilà, les grosses maisons de champagne, les gros groupes tirent la champagne vers le haut. Et le syndicat va avec les maisons de champagne et, on va dire, essaye de développer cette marque Champagne, cette marque commune. Donc ça, c'est super. Elle nous aide à trouver des nouveaux importateurs, à nous développer à trouver des solutions au niveau
par exemple au niveau des entreprises, de transmission, soit du savoir, soit la transmission au niveau du patrimoine, soit la transmission, vraiment de pouvoir vraiment, au niveau de la marque aussi, par exemple, moi j'ai essayé d'avoir de changer un petit peu l'image de marque, mais en même temps ils nous ont dit attention, si vous changez trop fort, vous allez perdre beaucoup de clients. Faut pas révolutionner, il faut juste faire une évolution. Et donc cette interprofession là est vraiment très bonne. Le syndicat s'occupe que des vignerons. Après, il y a aussi les vignerons indépendants, les vignerons coopérateurs. Et puis les biodynamistes, voilà. Et en fait, ils arrivent à vraiment essayer de regrouper toutes ces maisons-là, et plus ou moins grandes, plus ou moins importantes, et au moins on a des interlocuteurs. Oui, pour essayer aussi que Champagne de Vigneron aussi, voilà, devienne aussi une marque quoi, qui vous regroupe. Et ils arrivent comme les grandes maisons aussi, à démocratiser le champagne. Ouais, voilà. On en parlait. Je travaille un peu d'éducation, enfin pas d'éducation, mais oui, c'est ça, la démocratisation. Le champagne, souvent, puis on voit au niveau de la communication, qu'elle plaise, qu'elle ne plaise pas, ça c'est autre chose, c'est personnel. Mais au moins, on va dire, ça interpelle. Et soit on en parle, et si on en parle, ça veut dire qu'elle a interpellé, et donc on arrive à casser les codes. Quand on met, on va dire, un champagne avec un burger, on voit bien qu'on démocratise, et ça permet de toucher des clients, ou de ne pas les toucher, mais ceux qui préfèrent, on va dire, avoir du caviar avec du champagne, ils vont pas choisir un champagne de vigneron. Ils peuvent. On a des clients qui viennent qui viennent de l'Europe de l'Est, qui viennent avec leur caviar et qui viennent prendre du champagne Remy Henry. C'est pas le problème. Mais ils vont pas. Ça sera pas eux qui vont. Ça sera pas dédié à eux, cette communication-là. Oui. La communication du syndicat essaye de régénérer, de changer les codes et donc de démocratiser, et que ça soit le champagne plus accessible pour trouver des jeunes. Et les jeunes, eux, ils mangent des burgers, et puis il y a une ouverture vers le monde. Il y a, on va dire, ce côté un petit peu déconnant qu'on peut avoir, on va dire, en tant que vigneron, avec plus ou moins de barbe. J'en ai pas. Voilà, et c'est ça qui est super. Et dans le fait de rendre accessible, là, ils ont créé ces 3 profils. Oui. Voilà. Oui. De champagne. Alors on est à Bouzy, on est dans la montagne de Reims avec une identité autour du pinot noir. Donc on est ici sur des champagnes, on va dire, à dominante intense. À quel point tu trouves que c'est intéressant, et à quel point finalement aussi c'est une porte d'entrée, et c'est bien que ça existe. Mais il y a un moment où assez vite, tu as envie que ton champagne ne soit pas que intense, justement. Oui, le syndicat général des vignerons a créé, on va dire, des identités fruitées, vives et intenses. Ceci pour essayer, on va dire, d'aiguiller le consommateur. C'est toujours et c'est vraiment hyper intéressant parce que certains préfèrent des blancs de blanc. Du moins, il y a une mode au blanc de blanc. Donc, il y a toujours une envie pour le blanc de blanc ou le rosé. De ce fait, on essaye d'aiguiller, on va dire, le plus possible, on va dire, nos clients. Certains ne savent pas ce qu'ils recherchent. Ils veulent célébrer un événement comme un mariage, mais ils sont un peu perdus, et donc on peut savoir un peu plus les aiguiller, savoir quels sont leurs accords mets et champagne, et aussi savoir un peu ce qu'ils peuvent apporter. Donc nous, on a des champagnes chez nous. On a des champagnes qui sont de qualité vif, donc comme un blanc de blanc ou des champagnes sans malo, sans fermentation malolactique. Donc ça, voilà, c'est déjà une première chose. Après, on a 2 champagnes qui sont nos entrées de gamme, donc des qualités un peu plus fruitées,
un peu plus, on va dire, passe-partout. On peut aussi bien les consommer ou les déguster plutôt en apéritif et un peu en entrée. Et après, on a des champagnes davantage de qualité intense, si je puis dire. Alors intense, on peut avoir plusieurs variations de intense. Il y a soit le côté évolué, ou soit le côté structuré avec le pinot noir, ou soit le côté boisé. On peut avoir un blanc de blanc hyper boisé, ça sera intense. Mais ça restera et un blanc de blanc hyper boisé, enfin oui c'est ça, un blanc de blanc très boisé, ça sera intense. Mais par contre, ça sera pas un intense comme un pinot noir. Voilà. Oui, c'est pas la même chose qui amène. Ça sera pas la même chose. Nous, on a 3 champagnes, on va dire intenses. On a des champagnes très évoluées. Voilà, donc comme un 1995 par exemple, 94, voilà ces vieux millésimes là. Après, on a des champagnes un peu plus boisés, donc avec ce côté vanillé, boisé et toasté. Et ensuite, on a un champagne 100% pinot noir, mais évolué, mais pas aussi vieux et avec fermentation malolactique. Donc ça apporte encore, c'est très très vineux. Et pour appuyer encore ce côté-là, on le dose à 12 grammes par litre. Donc c'est en qualité brute, hein, ce qui permet vraiment d'appuyer ce côté-là vineux. Et donc c'est plus un champagne de dessert. Plus pour les personnes, les clients, on le commercialise davantage pour les Allemands, les personnes avec un certain qui aiment bien, on va dire, des champagnes un peu vineux, un peu plus puissants. Ouais. Mais c'est ça en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est une porte d'entrée. Mais une fois qu'on a ouvert la porte, s'ouvre évidemment une complexité immense. Et c'est là où ça devient intéressant. Mais ok, dans les défis, on a parlé des grandes maisons aussi. Ça m'intéresse d'avoir cette discussion, enfin, ton avis, ton regard sur la chose. Surtout que tu es un peu concerné par ça, je t'explique. Quand je discute un petit peu avec les gens en Champagne, etc., on m'explique qu'il se passe quelque chose. Alors, ces grandes maisons, elles ont tiré le champagne vers le haut. Oui. On est du coup aujourd'hui sur des prix de foncier des terres qui sont très élevés, qui peuvent des fois mettre en difficulté des transmissions sur des petits domaines familiaux, comme on est ici par exemple, avec ces transmissions qui sont fiscalisées et avec des prix d'hectares aujourd'hui qui sont si immenses que certains en fait enfants de vignerons refusent en fait d'avoir à travailler pendant 20 ou 25 ans pour finalement rembourser les emprunts qu'ils vont faire pour payer les taxes et cette succession-là. Face à ça, certains décident de vendre. Qui est capable d'acheter à ces prix-là beaucoup les grandes maisons? Et du coup, déjà, est-ce que tu as observé un peu ça, toi, autour de toi? Oui. Et à quel point c'est un défi pour la Champagne? Parce que ce qu'il y a derrière, moi, je trouve, c'est que... En ayant une vision un peu plus globale, c'est vrai que quand on regarde, par exemple, l'autre région Cognac, Cognac, c'est ce qui s'est un peu plus passé. C'est que avant, il y avait beaucoup de petits vignerons et maintenant, il n'y a que des viticulteurs. Ils ne vendent qu'aux 3 grandes maisons de Cognac. Bon, ça reste très, très simple. Nous, on a la chance en Champagne, c'est que on peut, on va dire, se partager, on va dire, les vignes. Ça, c'est déjà une première chose. Et que on n'est pas comme à Cognac où, en gros, la terre ne vaut rien. Par contre, le prix du Cognac a de la valeur. Et on n'a pas besoin d'attendre aussi longtemps. Voilà. Par rapport à la succession, à la transmission et tout ça, c'est un peu délicat. Il faut se faire aider.
Pour certains vignerons, il faut se faire aider. On n'a pas les solutions tout seul, je pense. On est aidé par des conseillers, Oui, donc c'est le métier d'essayer d'organiser. C'est vraiment le métier. Je veux dire, on a déjà suffisamment de casquettes qui tournent sur la tête entre la viticulture, l'œnologie, la partie manipulation des bouteilles et puis cette partie-là, la partie communication. Donc nous on se fait aider et il faut bien différencier les vignes. Donc on va dire les vignes l'outil de travail. Souvent, beaucoup de personnes font l'amalgame de tout et j'ai encore eu la discussion ce week-end c'est que beaucoup de personnes disent il y a l'héritage. L'héritage ne vaut rien. Vous pouvez avoir, je vais prendre un exemple très simple, vous pouvez avoir vous achetez un marteau, vous êtes forgeron. Vous avez un marteau, vous êtes le meilleur, vous avez appris chez le meilleur forgeron de France et maintenant vous êtes le meilleur. Vous avez acheté un marteau qui vaut 5 euros ou le marteau qui vaut 100 euros ou celui qui vaut 10 000 euros. Si on vous retire votre marteau, vous ne valez rien. Vous ne pouvez plus rien faire. Mais par contre, vous avez votre savoir et il vous faut exploiter ce savoir. Et donc nous, par exemple, on a ce savoir-là, on a cette exploitation, voilà. La chance, c'est que le marteau, lui, il se transmet. Les vignes, ça se transmet. On peut louer un marteau, on peut essayer voilà. Le but, après, c'est essayer de créer quelque chose avec ce marteau. Donc, si on arrive à créer des belles cuvées, ou d'essayer de se différencier. Par exemple, celui qui a une petite surface de vigne va se dire, je vais essayer j'ai pas envie de le travailler. Je vais le donner tout de suite à des grosses maisons de champagne. C'est possible. Les grosses maisons de champagne font un bon travail et tout ça. Mais par contre, à la fin, vous aurez peut-être un merci, vous ne serez qu'un numéro de viticulture, de vendeur de parcelles de vignes. Alors que si vous êtes chez un petit vigneron, ça permet au moins d'avoir une vraie identité. Et vous savez pourquoi est-ce que vous vendez vos raisins ou vos vignes et vous faites travailler un vigneron. Donc, en gros, vous lui redonnez son marteau et le forgeron, il va pouvoir travailler davantage. Moi, je vois ça comme ça. C'est que je pense que les vignes sont une chose. Il y a une façon de transmettre qui me dépasse et je veux dire, on pourrait en parler pendant des heures. Après, moi, je vois surtout en fait l'exploitation. Moi, pour ma part, j'ai racheté une petite vigne, mais en même temps, je travaille les vignes de mon père. Voilà, c'est ça le principal, c'est que je ne vis que par le travail de mon père. Enfin, de mon travail, on va dire. Oui. Et non pas, je ne suis pas l'héritier. Et c'est pas parce. Si jamais je ne voulais pas reprendre, on va dire, l'entreprise familiale, ça serait possible qu'un autre vigneron reprenne, on va dire, ce marteau et reforge à nouveau. Oui, c'est possible. Oui. Voilà. Et faire les choses à sa façon. Mais j'aime bien l'allégorie. En fait, c'est pour ça que je pose cette question. Moi, ce qui me questionne, c'est justement ce savoir. Parce que le savoir du forgeron sans le marteau, finalement, c'est difficile de le transmettre en fait. Il faut être ouvert. En fait, va changer de métier. Moi, je veux dire, j'ai appris avec mon père, j'ai appris le savoir avec mes différents maîtres de stage, et parce que j'ai fait le choix de travailler la vigne, de travailler le vin, j'ai fait mon choix, et j'ai décidé de reprendre l'entreprise de mes parents. Ensuite, mes parents n'étaient pas obligés de me donner, on va dire, ce fameux relais-là. Ils pouvaient dire, écoute, Marc-Antoine, c'est pas fait pour toi, ou on va peut-être trouver quelqu'un d'autre qui... Non, ils m'ont fait confiance
et ils me font confiance aujourd'hui pour continuer en fait faire un peu de communication, d'écrire l'histoire de Champagne-Remy-Henry. Mais c'est un peu ça. C'est voilà, je décide, on va dire, de changer ou de modifier ou de voilà et de continuer. Mais j'ai gardé, on va dire, l'histoire, j'ai gardé l'ADN. Je sais ce que mes parents, on va dire, m'ont transmis en termes de savoir et tout ça. J'ai appris. Et par contre, maintenant, à moi de faire mes choix. Ok. Bon, eh ben, écoute, on va se diriger gentiment vers les questions de la fin. J'aime bien parler aux vignerons quand même, en dehors du domaine. Alors, vous apercevez, si vous êtes sur YouTube, l'arrière de cette moto. Qu'est-ce que tu fais quand tu as du temps, libre? Alors, j'ai une petite... j'aime beaucoup, on va dire, j'aime beaucoup la mécanique. Voilà, donc j'aime bien les motos, j'aime bien bricoler. Bricoler dans le bon sens du terme, pas du petit bricolage. Voilà, forcément on est un peu touche à tout. Et donc je me suis offert, on va dire, cette belle moto, cette Norton de 1961, qui est, on va dire, un peu de collection. Le but est de faire on va dire de partager un petit peu cette expérience, cet amour des belles choses, aussi bien du champagne et de la moto, de participer à certaines courses comme la Gentleman Ride, qui est, on va dire, en costume. Et aussi c'est la même finition, on va dire, le même design, la même couleur que notre cuvée Prestige, qui est, on va dire, le symbole, on va dire, de la maison. Voilà. Donc et peut-être faire un peu quelques promotions avec. Voilà, on verra. Tout cela sont des projets. Nous, pour l'instant, donc on est voilà. C'est un projet. Et donc forcément, je roule un peu avec cette moto-là, mais on a aussi cette moto-là n'est que pour une seule place. Donc maintenant que j'ai trouvé chaussure à mon pied, j'ai une amie, une conjointe, on a préféré trouver une moto un peu plus stable, un peu plus adapté, un peu plus adapté. Trop bien. Ok. Voilà, donc j'aime ça, j'aime aussi beaucoup la nature, forcément quand on travaille dans les vignes, le jardinage et aussi les accords mets et champagne. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous est propre et c'est pour ça qu'on va lancer justement ce fameux brunch au champagne. D'accord. Voilà. Bon, tu me diras quand. Avec grand plaisir, on pourra vous recevoir. Trop cool. À l'intérieur du métier de vigneron, qui est large, qui réclame tout un spectre de compétences ultra large, quel est pour toi ton point fort à l'intérieur de ce spectre? C'est une question difficile, hein? En fait, c'est souvent ce que j'ai dit. En fait, on n'est pas bon partout. Enfin, on est bon nulle part. On n'est pas spécifique à quelque chose. Alors, en termes de viticulture, je suis pas bon en partie commerciale. Je ne suis pas bon en marketing. L'habillage, on l'a créé ensemble avec ma sœur, par exemple. J'en ai fait une grosse partie, ma sœur en a fait aussi une partie, et on a voulu, on a voulu faire quelque chose qui pourrait, on va dire, être à mon image, quelque chose de simple. Bon, je dis pas que je suis le plus simple des hommes, mais voilà. Et par exemple, et puis je suis pas forcément très excellent en viticulture. Un viticulteur sera excellent, celui qui ne fait que la viticulture. En cuverie, je ne suis pas œnologue. Voilà, j'ai des notions d'œnologie, je pourrais transformer un raisin en vin. Un raisin en vin, mais pas forcément faire des excellents vins comme certains grands œnologues des grandes maisons de champagne, par exemple. Voilà. Et puis aujourd'hui, on a
le champagne essaye d'évoluer, donc devient, je ne sais pas si il y a une grande mode maintenant avec, par exemple, les fabuleuses. Ce sont des femmes maintenant et heureusement d'ailleurs, les femmes ont toujours nourri, on va dire, l'histoire du champagne, hein, aussi bien avec les veuves, la veuve Clicquot. Voilà, puis il y a d'autres grandes dames aussi, et il y en a encore aujourd'hui, hein, comme Madame Tétinger, et puis avec justement ce fameux groupe Les Fabuleuses, on arrive, on va dire, à créer vraiment des belles choses en Champagne. Bon, moi je ne suis pas je ne peux pas faire partie de ce groupe-là, donc c'est pour ça que je fais partie de l'Académie des vins de Vouzy, et on essaye de faire des belles choses, on va dire, avec ce groupe-là, voilà, et en coopérative aussi, voilà. Ta conjointe, elle travaille dans le champagne aussi ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, elle a son indépendance, mais elle m'accompagne pour faire les expéditions de fin d'année. On va partir aussi dans certains salons ensemble. Voilà. Comment tu progresses? Avec le climat qui parfois est compliqué, avec des clients qui veulent toujours plus, ce qui est normal, avec mon père, mais ma mère, qui me pousse encore davantage parfois à aller encore plus loin. On a maintenant 11 cuvées, et puis ils me disent pourquoi est-ce que tu ferais pas cette cuvée-là? Donc eux ils étaient à 4 cuvées, maintenant on est à 11, et pourquoi pas encore en faire une de plus. Donc on va un petit peu maintenant c'est même moi qui suis le plus gros frein, on va dire. Les rôles sont inversés. Voilà, les rôles sont inversés. Je pense que on est aussi avec l'Académie des vins de Vouzy, avec la coopérative, on a une vision un peu plus ouverte que simplement vigneron de chez nous, et ça permet d'avoir une plus grande ouverture. Ce que j'aimerais, c'est de pouvoir associer la partie professionnelle, donc la partie avec des voyages, parce que j'ai rencontré justement mon amie au Mexique. Elle est française, hein, mais elle a travaillé au Mexique. Nous, on aime voyager pour découvrir des différentes cultures, pour savoir comment on consomme le champagne. C'est comme ça que je vois la chose. Et peut-être un peu plus prendre du bon temps en associant justement en allant rencontrer, on va dire, revoir, on va dire, nos importateurs. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Non. Tout. Est-ce qu'il y a une question que tu n'aurais pas aimé que je te pose? Peut-être, je ne sais pas. Non, c'est bon. Je pense que... Et dernière question, dans la démarche qui est la mienne, là, si tu devais me conseiller, parmi tes stages ou pas d'ailleurs, un vigneron à aller voir, soit juste à côté, soit ailleurs en France, tu me dirais d'aller chez qui? Pour l'expérience, moi, la meilleure expérience pour moi, ça a été en Alsace. Voilà, j'ai vraiment apprécié le vigneron chez qui j'ai pu aller. Après. C'était qui du coup, quel domaine? Domaine Gaucker. Domaine Gaucker, Philippe Gaucker en Alsace, qui est œnologue, mais faisait son vin de vigneron et très bon. Et maintenant, il est retraité, hein, donc on peut plus trop en avoir, mais il est vraiment très bon. J'en ai en cave. Et puis voilà, pour l'expérience de vie et Quincy a été vraiment une très très belle expérience. J'ai pu rencontrer des très belles personnes. Par contre, c'est vrai que peut-être je me suis un peu moins senti à ma place dans le sud de la France. Malgré que j'ai fait des très très belles rencontres, mais peut-être qu'on a un mode de vie un peu différent. Et en Australie, par contre, j'ai vraiment apprécié, puisque c'était tout nouveau, c'était une nouvelle culture, c'était une nouvelle façon de travailler, une autre langue, et parfois
on se comprend pas, ou on se comprend mal. Et ça, c'est vraiment appréciable. Voilà. Puis il y a le côté un petit peu aventure qui est incroyable là-bas. Et donc c'est ce que j'essaye un peu de refaire en voyageant, en allant soit en Colombie, au Mexique, en Australie, forcément. Voilà, et à chaque fois on essaye de rencontrer de nouvelles personnes. Nous étions à La Réunion, nous sommes allés dans un vignoble viticole. Voilà, c'était une obligation. Voilà. Ça fait partie du programme. Bon, super, merci beaucoup, Merci Marc-Antoine. Et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir.